ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité. Je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Nilda Fernandez. Des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, le prix que je paye, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Puerta del Sol, station du métro, sortie vers la Plaza Mayor. Je suis à l'heure, je crois même que j'en fais trop, une vraie doublure dans un décor. Madrid, Madrid, tu peux me faire signe, tu peux brouiller mes mots sur la ligne quand je parlerai de toi. Bonsoir et muy buenos, et jusqu'au dernier détail. Miroir, ciel de Seigneur, ses yeux derrière un éventail. Tout le monde en a parlé, a pris l'avion, direction l'Espagne, pour retrouver le chanteur franco-espagnol Nilda Fernandez dans les rues d'une ville chère à son cœur, Madrid. Je vous salue depuis Madrid. Ici on dit Madrid. Madrid, déjà c'est Madrid pour moi au départ, parce que quand j'ai connu cette ville, j'ai fait une chanson derrière. Et en faisant une chanson, je me suis aperçu que les gens qui ne connaissaient pas Madrid pouvaient s'émouvoir à partir de textes qui n'avaient rien à voir avec eux, mais qui avaient à voir avec un sentiment. Et dans le cœur de la cité royale, il a bien sûr ses endroits favoris. Donc on va rentrer dans un super magasin de musique, très beau. C'est un bel endroit. C'était un éditeur, il y a des partitions ici de 1825. Ça a toujours été un magasin de musique depuis le 19e siècle. Pour moi, c'est important le rapport avec l'instrument, surtout que j'avais une guitare comme ça et on me l'a volée. Donc il va falloir que j'en rachète une. Une guitare espagnole, mais plutôt de flamenco. C'est plutôt ces guitares-là. Donc ce sont des guitares voilà, de base que j'ai toujours achetées à Barcelone plus qu'à Madrid, depuis le début. Et là, voilà, j'en ai plus, donc il faut que j'en trouve une autre. Quand il est de passage dans la capitale espagnole, Nilda en profite pour revoir des personnes qui comptent pour lui. Bien, elle vient de moto, non? Si. Il retrouve ainsi un leader des indignés qui s'oppose à la politique d'austérité en Espagne. Moi, je ne participe pas directement à leur mouvement parce que bon, je suis par-ci par-là, c'est difficile. Mais en tout cas, si tu veux, autour de moi et dans mon métier, je m'indigne en permanence, quoi. Hier, j'étais à la radio ici à Madrid, Radio Madrid, et puis j'ai balancé des trucs parce que j'en ai profité parce que c'était en direct, de dire des choses qui sont hétérodoxes, quoi, qui se disent pas, qui sont tabous, et j'en profite. Je pense qu'un artiste a la liberté de parole. Ses chansons révèlent les angoisses, les paradoxes, les combats d'une société espagnole dont il est resté très proche. Et en auteur engagé, il entend bien faire passer des messages. Nilda doit maintenant aller répéter le concert qu'il donnera ce soir, mais avant, il fait un crochet par la télé espagnole, le temps d'une interview. Comment je parlerai de toi? Ouais. Alors là, on va aller. J'ai des balances, c'est-à-dire des pruebas de sonido, des essais de son à l'Institut français où je vais chanter ce soir. Por el 1 al 5. Et je déclare mon innocence.
Quelques jours plus tard, Tout le monde en a parlé retrouve Nilda, cette fois à Paris, où il doit préparer un concert sur une péniche amarrée sur la Seine. Alors là, on va dans une sorte de péniche, mais c'est quelque chose de plus grand. Et voilà, c'est là où je devrais faire un concert l'année prochaine. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé... Ce qui m'a plu ici, dans ta salle, c'est la possibilité de faire autre chose que simplement scène publique. L'intérêt à Paris, c'est que tu as tellement de choix que tu peux choisir en fonction d'une envie, d'un plaisir, d'une rencontre aussi, quoi. C'est vachement bien. Et moi, je me prive pas de ça. Je fais pas une salle parisienne pour faire une salle parisienne, parce que c'est souvent très stressant. Mais justement, cet endroit, c'est une amie qui nous a présenté. Nilda est un intuitif, il choisit les lieux de ses concerts sur des coups de cœur, quel que soit l'endroit dans le monde. Le prochain aura d'ailleurs lieu à Buenos Aires. Et maintenant, la lumière se rallume sur Nilda Fernandez. Nilda, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Ouais. Vous êtes née sous le prénom de Daniel, à Barcelone, dans le quartier populaire de Sants, le 27 octobre 1957. Le 27, c'est ma date de naissance officielle. Oui. Mais en fait, je suis née 2 jours avant, le 25. J'avais de la famille un peu négligente et ils m'ont inscrit le 29 en disant que j'étais née le 27, en fait. C'est un peu compliqué, mais... C'est pas très grave parce que vous dites volontiers « je nais chaque matin à l'endroit où je me réveille ». C'est un peu ça, oui. Alors, famille originaire d'Andalousie, mais protestante, ce qui est assez rare, en pleine Catalogne catholique. Bah, en fait, ça fait partie des premiers décalages, après la date de naissance. Voilà, deuxième décalage. Alors, votre père était sculpteur sur bois. Il encourage votre intérêt pour la musique. Et d'ailleurs, vous chantez à la paroisse protestante de Barcelone, très jeune. Oui, parce que mes parents étaient des gens très mélomanes du peuple. Mais mon père écoutait la 9e de Beethoven en disque. Il chantait très bien, il avait une très jolie voix, ma mère aussi. Donc ça fait partie de cette espèce de culture populaire un peu raffinée, qui était, voilà, que j'ai reçue. Une aristocratie populaire. Vous avez 6 ans lorsque votre famille fuit le franquisme, vous abandonnez votre enfance espagnole et, dites-vous, l'amandier de mon grand-père où je me perchais pour regarder la mer. C'est une petite bourgeoisie, lui il était coiffeur pour dames. Ouais. Et ils avaient fait construire une villa. Et dans cette villa, il y avait un jardin à étage, parce que c'est très montagneux. Et voilà, il y avait l'amandier tout en haut. Moi, je regardais la mer. Ouais. Alors, en arrivant en France, vos parents décident que leur exil est définitif. Vous êtes donc naturalisé français. Alors, en grandissant, vous avez le sentiment que vous serez musicien, comédien. Enfin, c'est pas encore très clair dans votre esprit. La seule certitude que vous avez, c'est que vous serez artiste et voyageur. Oui, quand j'étais gamin à Barcelone, il y avait celui qui conduisait le tramway et il y avait le type derrière qui vendait les billets. Ouais. Et je voyais qu'il avait une vie... il voyageait toute sa journée, il discutait avec les gens, il gagnait beaucoup d'argent parce que tout le monde lui en donnait, parce qu'il vendait les tickets. Et quand j'étais gamin, je me disais, voilà, c'est ce que je voudrais faire. C'est ce que je voudrais faire. À 15 ans, vous commencez la guitare et le solfège. Vous écrivez des chansons un peu idéalistes, un peu mystiques. Vous dites, je croyais au salut, puis j'ai eu l'intuition qu'il faut vivre d'abord. Devenir artiste trop vite, c'était pour moi un peu inquiétant. Parce que je pensais qu'il fallait quand même se confronter à des choses assez réelles, basiques. Parce qu'après, j'avais l'intuition qu'on partait dans une autre sphère. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé de ne pas me mettre devant la glace et puis chanter. Ça n'a jamais été mon truc. Alors, à l'adolescence, vous étudiez votre langue natale à Lyon et à Barcelone. C'est là que vous découvrez Lorca. Vous dites, en parlant de Lorca, c'est l'inverse de la télévision. J'ai retrouvé un professeur qui m'avait initiée à la poésie et à l'œuvre de Lorca. Je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. Elle est venue dans un concert, c'est Madame Saillard. Et effectivement, j'ai fait des études. Et même, je continuais, j'étais déjà dans le métier de chanteur, on va dire. Et je continuais à étudier parce que j'aimais bien cette confrontation avec l'intelligence des autres. Et c'est ce que je disais, c'est le contraire de la télévision parfois. Oui. Ensuite, vous enseignez pendant 1 an en Normandie. Et puis, vous commencez à voyager avec votre guitare dans un circuit de petites salles, de bars, de clubs. Ça va durer 10 ans, alors il se passe des trucs absolument
incroyable. Vous dites un soir, à Lille, dans un cabaret, il y avait un paraplégique qui disait ses poèmes, un berger allemand qui hurlait, une vraie cour des miracles, et j'ai fini par dormir dans la cuisine. J'ai fini par dormir dans la cuisine de 2 étudiants que j'avais rencontrés là. Mais ça a été une prise de conscience aussi parce que je pense que je voulais aller le plus loin possible dans le simple, le plus loin possible, ne pas me confronter tout de suite à une quelconque voilà, Star Academy de cette époque-là. C'est l'inverse. Un autre soir, vous chantez dans un repas-spectacle, alors les gens ont bu, ils ont bouffé, ils parlent fort, les tables sont à la hauteur de la scène, et là, vous donnez un coup de pied dans une bouteille de rouge. De Beaujolais. On était en plein Beaujolais. Ils veulent vous casser la gueule. Ah ouais, c'était... Parce que là, j'ai pris conscience, comme le coup aussi de la cuisine, j'ai pris conscience que c'était pas ma voix, quoi. Chanter dans ces conditions, mes chansons en plus. Ouais. Mon orgueil souffrait trop, quoi. Il faut pas se faire souffrir comme ça. Vous dites comme ça, je m'en sortirai pas, quoi. Mais en donnant ce coup de pied dans la bouteille de Beaujolais, je crois que je donnais un coup de pied aussi à moi-même, quoi. En disant, bon, maintenant, c'est bien, t'as compris, passe à autre chose. Après ces années galères, donc en 1981, vous faites écouter une cassette chez Pathé Marconi à Claude Dejac. Alors Claude Dejac, c'est l'un des derniers grands directeurs artistiques. J'ai eu cette chance de rencontrer un homme qui avait de l'intuition, l'intuition musicale, artistique. Il s'était confronté à Barbara, à Nougaro, enfin tous ces noms. Et moi, voilà, il était avec Higelin, Higelin a enregistré dans le studio à côté, c'était Pont de Sèvres, dans les studios Pathé Marconi. Et moi aussi, alors... Claude se partageait entre Higelin et moi. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour cet homme, beaucoup. Alors là, vous faites un album, malheureusement qui ne connaît pas un grand succès, passe un petit peu inaperçu. Bah oui, je l'avais fait pour moi, donc c'était difficile. Je l'avais fait pour moi, vraiment. Mais en 1987, au studio de l'Hacienda, vous enregistrez Madrid. Voilà, gros succès, énorme succès, qui sera repris d'ailleurs par Miguel Bosé. 4 ans plus tard, vous sortez votre 2e album, qui s'appelle tout simplement Nilda Fernandez. Et là, vous chantez Nos fiançailles, énorme tube à nouveau. Oui, c'est des choses inespérées, inattendues, parce qu'en réalité, ce sont des chansons que j'avais faites sans penser du tout qu'elles seraient à ce point écoutées. Parce que maintenant, on dit Nos fiançailles, mais à l'époque, il avait tout pour ne pas passer à la radio. Oui, il ne voulait pas que ça soit le single, d'ailleurs, les gens de la maison de disques. Ah non, Nilda, fais-nous quelque chose de plus qui bouge. Non, je dis ça. Je dis parce que si je rentre avec cette chanson, je rentre comme ça. Je rentre pas en... Voilà. Là, vous êtes 5 fois nominé aux Victoires de la musique, vous en remportez une. Vous faites la première partie de Sting à Bercy devant 18 000 personnes. Oui, et c'était un choc, une révélation, parce que j'ai fait 40 minutes de ma musique avec des musiciens, ça s'est super bien passé. Les gens étaient un peu surpris de voir arriver un petit brun à la place d'un grand blond, mais bon, ça s'est bien passé. Et Sting m'a dit, c'est très musical, Mais moi, j'étais horrifiée par ce que j'ai vécu. J'ai vécu 18 000 personnes derrière des barrières à 5 mètres, et je me suis dit, là, mon pote, si c'est ça, le but d'un métier de chanteur ou d'artiste, c'est on se fourvoie là. 18 000 personnes entassées qui sont loin, c'est pas de l'humain, c'est de la bétaillisation. Mais c'était aussi dur que la bouteille de Beaujolais sur la table du spectacle. Ouais, on va dire. Mais bon, j'ai fait jusqu'au bout et c'était un succès. Mais en sortant, j'ai dit, si c'est ça le but d'un métier de chanteur, c'est pas mon but. En 1992, ça sera 3 semaines au Théâtre de la Renaissance et le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, qui n'est pas rien, c'est le Goncourt du disque, on peut dire. Et là, c'est la célébrité. Quelles ont été les réactions de vos parents à ce moment-là? J'étais plus avec eux depuis un moment, alors je sais pas très bien. Je crois que moi, ce que je voulais qu'ils ressentent, je sais pas si ce qu'ils ont ressenti, mais je pense que oui quand même, c'est que ça justifie leur émigration. C'est qu'ils se disent, on a fait le bon choix, parce que souvent mon père m'a dit, oui, qu'est-ce que tu veux, on est venu, on a l'impression qu'il nous déracinait. En fait, c'est lui qui le déracinait beaucoup plus que nous. Et moi, je lui disais, non, tu vois, tu as bien fait de partir de ce pays, parce que la France nous a offert quand même, à l'époque surtout, une autre ouverture d'esprit. Bien sûr. Quels ont été vos rapports avec les médias à l'époque? Très bien. C'était très bien. J'avais plus de problèmes avec les gens qui étaient avec moi, qui me disaient des conneries du genre mais souris. Ah oui. C'est fameux ça, non? Souris. C'est connu. Et vous disiez non. Je dis mais je le sens pas. Est-ce que je vais sourire? Vous avez gagné de l'argent? Oui, bien sûr. Vous l'avez gardé? Je l'ai beaucoup dépensé. En fait, c'était pour moi une forme de libération, pour
pour le dépenser dans mon métier. J'ai pas acheté de maison, j'ai fui tous ces pièges-là. Mais je suis partie en Argentine, j'ai emmené mes musiciens, j'ai chanté dans des pays étrangers. Et ça aussi, grâce au fait que je gagnais de l'argent. Ouais. Et l'amour, alors, est-ce que cette célébrité vous a rapporté des conquêtes, Nilda? Je sais pas si on va appeler ça des conquêtes, ouais, certainement, mais c'est pas... Ouais, c'est ambigu, hein, c'est ambigu. On devient le plus bel homme du monde, ce qui est faux. En fait, il y a une forme de challenge devant un chanteur, quelqu'un de connu qui m'a jamais vraiment intéressé. J'ai eu des belles histoires, des personnes, des femmes qui ont vraiment été pour moi très importantes. Ouais. Et puis voilà, les histoires n'ont pas continué. Ouais. Ça n'empêche qu'elles étaient belles. C'est pas le grand amour? C'est le grand amour pendant un temps. Voilà. Des grands amours successifs. Ouais. Quel a été le meilleur moment de cette époque? C'est une tournée en roulotte que j'ai faite, que j'avais décidé de faire au sortir d'une opération de la jambe, où je voulais plus faire de concerts, ça ne m'intéressait plus, je trouvais ça assez triste, les tournées. Hein, parce qu'on vous sort de la boîte, vous chantez, on vous remet dans la boîte, vous chantez, il y a un régisseur qui s'occupe de tout, en fait, on vous infantilise, tout simplement. Bien sûr. Et donc, la tournée en roulotte, je l'ai décidée en sortant de cette opération, en disant maintenant, je veux me... C'est comme une sorte de réhabilitation de mon métier. Le pire moment de cette époque? Disons que les mauvais moments, les difficultés, c'était comment continuer à être ce que je suis, artiste, dans un métier qui ne veut pas tout à fait que tu sois comme ça. Oui, quand le patron d'IMA, il vous disait « Nilda, t'es une star, tu peux pas prendre le métro ». Ouais, et moi je lui répondais « Tu sais pourquoi tu me dis ça ?» Je ne vais pas dire son prénom. Il me dit « Non ». Je dis « Parce que tu veux me contrôler. Ouais. En prenant le métro, je t'échappe. » Voilà, vous avez toujours été un électron libre, hein, sérieux. Électron, je sais pas, un atome. Alors, vous dites en fait, tu entres en concurrence avec tes succès, donc avec toi-même. Après, il faut t'égaler, et c'est angoissant en fait. Quelqu'un a dit, il ne faut pas faire un deuxième film, il faut tout de suite passer au troisième. Oui. Donc c'est vrai qu'on rentre en concurrence avec ce qu'on est. Ouais. Et moi, je l'ai résolu d'une manière assez brutale, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait le contraire. Ouais. J'avais passé 9 mois à faire un disque dans un endroit très clos, à l'Hacienda. Et là, j'ai passé 3 mois à faire un disque où je rentrais, je sortais du studio, il était à Montmartre, à 500 mètres de chez moi. Ouais. Je recevais mes amis, ça énervait beaucoup l'ingénieur du son. Je partais en tournée et je revenais. Donc j'ai fait le contraire. En 1993, vous faites la promo de l'adaptation de votre album en espagnol. Et là, vous voyagez les USA, le Mexique, le Chili, l'Argentine. C'est le début, en fait, d'un long voyage qui finira jamais, en fait. Oui, c'est le début des amarres larguées, je crois, qui était vraiment quelque chose de très prémédité. C'était quelque chose que je voulais. En fait, vous refusez de capitaliser, vous. Oui, parce que vous savez tout comme moi qu'on n'emmène rien de ce monde. Et je pense que c'est très dur de mourir avec des biens. Très, très dur. C'est horrible. Alors, ce voyage vous emmènera à Moscou. Vous allez passer 5 ans à Moscou et vous produisez le dernier concert de Claude Nougaro là-bas et vous passez des moments rares avec lui. Ouais. Ça fait partie des choses qui sont des cadeaux de la vie parce qu'on s'est retrouvés avec Claude 4 jours. Ouais. C'était l'hiver. Lui, il chantait dans une salle qui s'appelle la Philharmonia, qui est vraiment une très, très grande salle de 1500 places. Ouais. Personne ne le connaissait, mais on avait fait ce qu'il fallait pour que les gens viennent. Et lui, il était très malade déjà, puisque c'est son dernier concert, il était... Ouais. Et on se promenait, bras dessus, bras dessous. Je crois que son épouse a gardé des images de ça. C'est fou. Alors vous dites, à côté des Russes, les producteurs français sont des anges. Chez nous, il y a encore des scrupules. Là-bas, les choses se règlent à la Kalachnikov, quoi. Vous vous souvenez de négociations musclées avec des bandits tchétchènes dans les bureaux d'un casino moscovite, quoi. C'est chaud. Ils ne voulaient pas me payer. Ouais. Et donc, il a fallu que je discute avec les grands gorilles, tout ça. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire toujours, c'est donner l'impression, surtout là-bas, qu'on a une protection énorme au-dessus. Ah oui. Donc, en étant arrogant, je suis arrivé et j'ai fait comme ça. J'ai mis les pieds sur le bureau. En étant arrogant, ils ont un doute. Ouais. Ils se disent, putain, s'il se comporte comme ça, c'est qu'il est protégé. Voilà, c'est au moins Poutine qui est derrière. Ce qui était faux, mais ils l'ont cru. Alors vous irez en Ukraine, en Biélorussie, dans les pays baltes, au Turkménistan, en Israël, à Cuba. Enfin, vous êtes un vrai globe-trotter, musicien et voyageur, finalement. C'était vos prémonitions d'enfant. Hein. C'est ça que je voulais faire, ouais. C'est ça que je voulais faire et que je fais, et qui m'enchante et qui... En réalité, je veux mourir un jour avec des souvenirs. Ouais. Et pas avec des regrets.
Alors, vous êtes nostalgique aujourd'hui de l'époque de Madrid, de nos fiançailles? Non, parce que quand on me disait une chose horrible, on me disait prends, tous les bons, les bonnes sorcières, là, les carabosses, prends. Je dis mais qu'est-ce que je vais prendre? Bah ouais, tu sais pas combien ça va durer. Et moi je leur répondais de manière très prétentieuse, je suis artiste pour la vie. Ouais. Et en même temps que je le disais, je me disais putain, maintenant il va falloir le prouver. Ouais. Mais au moins je le disais. Et le fait de dire, ça te coupe les ponts et ça brûle ses vaisseaux. Ouais. Si c'était à refaire votre vie, Nilda, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? C'est une question que je me pose pas vraiment, parce que la question me paraît sans réponse. Donc j'aime bien les questions avec des réponses, puisqu'on ne revient pas en arrière. Tout ce que j'ai fait, c'est bien. Même mes erreurs, même tout. Donc je regrette rien. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Moi, j'ai vu mourir mon père il n'y a pas très longtemps, au mois de juin. J'ai eu la chance, il m'a offert cette présence de moi à son chevet. Je suis arrivée du Paraguay, d'Argentine, juste à temps. Je suis arrivée, 48 heures, on a passé ensemble. J'ai vu mon père partir, et franchement, on s'est regardé dans les yeux, je lui ai parlé, parce qu'il ne parlait plus. Et quand il est parti, quand il a eu son dernier soupir, c'est vraiment ça, j'ai vraiment eu l'impression qu'il n'était plus là. Il était certainement dans une autre dimension, mais j'ai eu cette conviction qu'il n'était plus là. Après, le cimetière, ça ne m'a pas vraiment ému. Donc moi, je pense que je ne pense pas du tout à ce que je vais écrire, parce que c'est pas... je ne serai pas là. Donc c'est même pas la peine de m'enterrer. Enfin, je ne veux pas être quelque part pour occuper de l'espace, une fois que je serai en train de tourner autour des étoiles. Hein. Vous voulez être incinéré? J'ai eu d'autres rêves plus fous, plus poétiques, de mourir en marchant avec un cheval, pour me tomber sur le chemin et rester là. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci. Merci à vous. J'accueille Patrice Drevet. Salut à tous, c'est nouveau, ça vient de sortir. Le mini-journal est un journal pour les jeunes et les ados. C'est la volonté de vous donner tout simplement une info plus décontractée. Un nouveau rendez-vous sur TF1, un peu avant 18h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 10 minutes d'actualité en 3 parties, l'info du jour, plus un mini-dossier sur un événement particulier. Et enfin, tout ce qui vous intéresse, des fringues à la bande dessinée en passant par le rock'n'roll. Tout le monde en a parlé à retrouver Patrice Drevet à Pézenas, dans l'Hérault, où il est conseiller municipal pour un réveil dans les airs. On va aller au Clotte de Malibran. On l'a survolé, c'est à 500 mètres d'ici. Et il y a des vignes. Et c'est parti pour une journée bien chargée. Enfin, si son authentique 4x4 veut bien démarrer. Du premier coup. Alors, Stéphane est vigneron. Et il y a 4 ans, il est venu me voir en disant est-ce qu'on peut faire un vin qu'on appellerait la cuvée de Drevet? Ben, c'est ce qu'on a fait. Puis alors, ça marche bien. C'est un très bon vin. Je me trompe? Pareil. C'est bon, hein? Ah oui, là, ça débute. Ouais. Allô? Et là, il me répond au vin, évidemment. Venez voir celui-là. On a déjà vu celui en avion qui était magnifique. Et celui-là est pas mal aussi. Regardez ça. Et oui, les miracles de la météo émerveillent toujours Patrice. Et d'ailleurs, le monsieur météo a ses informateurs pour prévoir le temps. Où elles sont les grenouilles? Oui? Oui? Quel temps il fera demain? Bon, bah il va pleuvoir. Et il commence sa tournée quotidienne par des artisans de la région. Patrice est très engagé politiquement et tient donc à les saluer. L'ouvrage des carreaux ciment que son grand-père fabriquait, qu'il a remis au goût du jour.
Donc en fait, tu le mets comme ça, et puis c'est bien ça, hein. Regarde, ma première tesselle. Pas mal, hein. Salut David. Toujours fidèle. Arrivé au marché, il est très... Ça va? T'es en forme? Très... Tout va bien. Dessin au polo? Non, ça va. Très populaire. Bah ça va très bien. Ouais. Comment tu vas? Ça va Patrice? Ça va et toi? Ouais, très bien. Bien. Toi aussi? Ouais, impeccable. Un mètre de saucisse au piment d'Espelette. C'est pour demain soir. On la fera cuire, on la servira. Voilà. Et au détour d'une ruelle, il a même des supporters. Un petit bulletin météorologique pour cet après-midi. On attend quelques gouttes, hein, cet après-midi. Mais quelques gouttes. Allez, un peu de sérieux. Il est temps d'aller travailler. Direction l'hôtel de ville pour une réunion municipale. C'est que j'ai retenu une salle à la mairie et on va pouvoir faire notre petite conférence. Tous les deux après, Jean-Pierre, là-dessus, hein, on ne s'est pas trompé. Parce que j'ai regardé, qu'est-ce qui est urgent à faire, le plus urgent, là, aujourd'hui? Alors, le découpage des secteurs est fait. C'est Ouais. ce qu'on avait fait donc, Voilà, fini les mariages, fini les réunions. Au revoir, ma fille. Au revoir. C'est ça le rythme de ces journées. Allier loisirs et travail, toujours avec humour et sourire. Et maintenant, la lumière se rallume sur Patrice Drevet. Patrice, bienvenue sur le plateau, tout le monde a parlé. Merci. Alors, vous êtes né le 4 janvier 1948 à Paris, dans le 14e, à 4 h du matin. Alors, on note tout de suite une surreprésentation du chiffre 4. Et ça s'est pas arrêté. Et c'est fou. Vous avez fait votre fameux mini-journal en 1984. Vous avez travaillé 44 ans dans l'audiovisuel. Alors, il y a une histoire formidable. C'est un jour, vous dites, j'ai joué le 4 aux courses dans la 4e, mais il est arrivé numéro 4. J'ai joué 4 millions sur le 4 en plus. Oh, putain. Alors, enfance sans père. Ouais. Vous dites, papa a dû vivre aux côtés de maman les heures nécessaires à ma conception. Enfance fauchée mais heureuse, du côté de Saint-Ouen, du côté du marché aux puces. Votre mère se bat pour élever ses 3 enfants, vous et puis votre demi-frère et votre demi-sœur. Voilà. Alors, fin de mois, c'est difficile quand même, hein? Ah ben, j'allais chez le crémier, puis c'était plus facile si c'est moi qui allais acheter le lait et le sucre, et que je disais, j'étais pas plus haut que 3 pommes, maman passera payer en fin de mois. Ah ouais. Alors, vous dites à Saint-Ouen, il y avait les cocos à la mairie et les curés à l'église. Ouais. Et comme c'est le curé qui a trouvé le premier l'appartement que ma mère demandait, ben voilà, je me suis retrouvé au patronage. Tout à fait, c'est vrai. Et quelque part, je suis très content de ça, parce que pas mal de mes copains qui étaient du côté des cocos à la mairie n'ont pas tourné comme moi. Ils ont pas mal tourné, mais disons que moi, comme j'avais pas de père à la maison, il y avait une nounours, un curé qui faisait 2 mètres de haut, et quand je faisais une connerie, je prenais un coup de pied au derrière, puis voilà, j'en faisais pas 2. Alors, enfant de cœur, communion solennelle et scout. Et scout de France. Vous avez fait votre promesse de scout à Lourdes. Ouais. C'est un événement pour vous qui vous a marqué à jamais, en fait. Ah, c'est fascinant, parce qu'on remonte le calvaire de nuit, au flambeau, étape par étape. C'est resté gravé dans ma mémoire. Alors, à l'école, vous êtes bon élève, mais assez pitre, hein? Oui, je m'occupais de l'animation, déjà. Déjà animateur, voilà, oui. ouais. Alors, vous vous retrouvez dans un pensionnat de pères polonais. Oui. Qui étaient sous comme des Polonais. Sous comme un Polonais, je suis témoin. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, je suis témoin. Mais on était tranquille comme ça, le soir au dortoir. Ils étaient complètement... Cela dit, j'en garde un souvenir extraordinaire. C'est un prof de latin qui m'a donné l'envie d'aimer le français. Et de jouer avec les mots. Et ça, je l'ai gardé toute ma carrière. Alors finalement, vous vous retrouvez à l'école du spectacle rue du Cardinal Lemoine. Vous rencontrez d'ailleurs Patrick Devers, qui est là-bas en même temps que vous. Vous appreniez quoi? Alors, on apprenait soi-disant la culture générale pendant 4 heures l'après-midi.
Et le matin, on pouvait vaquer aux répétitions, on pouvait le soir jouer dans des pièces de théâtre. Et moi, je faisais de la musique à l'époque. Je tapais sur une batterie. J'avais un groupe de rock qui s'appelait les Lewis. On passait dans les fêtes foraines. Donc le soir, je finissais à la batterie. Alors, fin 1964, encore un 4. Encore un 4. Vous avez 16 ans. Et vous devenez assistant de Pierre Laforêt sur une nouvelle chaîne qui s'appelle la 2e chaîne de télévision. Vous l'avez connu comment, Pierre Laforêt? Tout simplement parce qu'il est venu recruter des figurants à l'école du spectacle. Ouais. J'ai été désigné et puis je suis passé dans la première émission. Alors j'étais fasciné. J'ai demandé l'autorisation de revenir la semaine d'après pour le prochain enregistrement. Ils m'ont dit OK, pour voir, tu vois, comme ça. J'ai tapé l'incruste. Quand il y avait une bière à aller chercher, on me donnait un peu de monnaie et puis j'y allais. Et puis après je suis monté en grade, j'avais le droit d'aller chercher les sandwichs. Et ça s'est terminé par le fait que j'organisais les auditions de Serge Lama, de Françoise Hardy. Et vous finissez responsable d'édition du 20h quand même. Oui, avec Roger Giquel. Donc j'étais le patron en régie. Quand on était trop long, c'est moi qui prenais l'initiative de supprimer un sujet ou l'autre au téléphone avec le présentateur, bien évidemment. Alors en 1968, comme beaucoup de vos collègues, vous êtes mis à l'écart de la télévision et vous vous retrouvez serveur dans les voitures-restaurants des wagons-lits. Oui, bah oui, il fallait... Et dans une voiture-restaurant, c'est pour bien... C'était le lieu. Et j'en garde ça aussi un souvenir. J'ai fait des films après. Dans ces voitures, j'ai réalisé des documentaires. C'est la belle époque, c'était les voitures bleues. Tout montait frais. Et il y avait des clients... assez riches d'ailleurs, qui choisissaient l'horaire de leur train en fonction du nom du chef de cuisine dans l'Orient Express. Enfin, c'était la compagnie internationale des wagons-lits. Vous retournez ensuite travailler à la télévision de 1969 jusqu'en 84. Vous réalisez dans le monde entier des interviews de stars, en fait, pour le journal télévisé. Alors... Oui, j'étais au service culture de la rédaction de TF1. Alors, donc ça ouvre les portes. Hein. J'ai lié des amitiés avec la femme de Marley qui m'appelait pour que j'aille la photographier à Central Park à New York. Enfin, des trucs de ouf, quoi. Alors, Bowie, McCartney, Mick Jagger, Yoko Ono, Frank Zappa. Frank Zappa dans les toilettes. Il aimait pas bien les journalistes français. Alors, pour me venger, j'ai dit ça serait marrant qu'on fasse une interview dans les toilettes avec le look et tout ça. Et je l'ai interviewé dans les toilettes de je sais plus quelle grande salle. Freddie Mercury. Qui m'a dragué, mais bon... Et George Clooney. C'est pas mal, hein, ça, George Clooney, parce que l'un à côté de l'autre, il y en a une idée qui est-ce qui a un faux air de l'autre. Alors, printemps 1984, encore un 4 évidemment, vous présentez Presse Citron, qui est un magazine pour ados. Et là, Antoine Decaune vous propose de venir le rejoindre sur Canal+, mais vous préférez faire le mini-journal, le fameux mini-journal, tous les jours sur TF1 à 18h. Antoine m'appelle en me disant « Tu vas voir, on va s'éclater, il y a une nouvelle chaîne, on va faire ce qu'on veut, c'est extraordinaire. » Je lui dis « Oui, je viens. » Et je vais voir mon directeur de l'information, je lui dis « Je m'en vais. » Là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Non, t'es le 10e à partir. » C'est pas que t'es le meilleur, mais il faut que tu restes. Je peux pas t'augmenter, mais qu'est-ce que je peux faire pour que tu restes? Je lui dis, il y a une petite tranche de 10 minutes qui appartient à l'information. Personne ne s'en sert. Moi, j'aimerais bien, il y a du dessin animé, tu me la donnes et je fais un petit journal télévisé décalé. Il est court, on l'appelle le mini-journal. Et là, il s'est passé un truc fou, c'est que les adolescents ont regardé le journal. C'est-à-dire que moi, je ne pensais pas le faire pour les jeunes. Ce sont eux qui se sont appropriés le mini-journal. C'était quand même regardé à 50% par des adultes. Oui. Voilà. Alors, le samedi, il y avait le Mini-Mag aussi, qui a été une émission culte de l'époque. Alors, il y a une anecdote que j'adore, c'est un jour, donc, il n'y a pas d'oreillette, le sujet n'est pas prêt, et le réalisateur vous dit, le sujet n'est pas prêt, il rajoute quelques phrases, le temps que ça arrive. Comme il me dit ça en direct au téléphone, je dis, oui, maman, écoute, excuse-moi, maman, oui, bien sûr, on va en reparler, mais excuse-moi, maman, parce que là, je suis en train de travailler, je suis en direct, je te rappelle plus tard, hein, maman, au revoir, je t'embrasse, et puis je raccroche. Et le lendemain, des tas de messages de gens qui vous disent « Vous êtes un fils formidable, en plein travail, vous répondez à votre maman ». C'est vrai qu'il y a eu un retour fabuleux. Mais beaucoup de courriers, hein, vraiment. Alors à l'époque, bon, vous êtes très très star évidemment. Quelles ont été les réactions de votre entourage?
Ma mère, elle était fière. Oh là, elle en parlait partout, son fils, à la télé. Votre père biologique n'a pas cherché à vous retrouver? Il ne sait même pas qu'il m'a fabriqué, lui. Ah oui, d'accord. Et puis quand les gens dans la rue me disent « Vous en avez pas marre qu'on vous reconnaisse dans la rue ?» Moi, je réponds toujours « Vous savez, moi, mon père m'a pas reconnu. Alors si les autres me reconnaissent, ça me fait vraiment plaisir. » C'est pas faux. Vos relations avec les médias à l'époque, c'était quoi? Alors, il y avait deux choses. J'étais le chouchou parce que c'est un peu l'émission que tous les journalistes rêvaient de faire. Je faisais tout ce que je voulais. Ouais. Je voyais mon directeur de l'information 2 fois par an. Ouais. Et deuxième chose très importante pour moi, c'est que j'étais un petit peu l'école du journalisme de télévision. Beaucoup de jeunes sont passés par le mini-journal. Pourquoi? Parce que quand ils allaient voir le directeur de l'information, ils disaient bah, « Faites des essais, faites donc un reportage pour le mini-journal. Oui, oui. » Il y a plein de journalistes qui ont, pour la plupart, réussi et qui sont passés par l'école mini-journal, et ça, j'en suis très fier. Alors, vous avez gagné de l'argent à l'époque? Non, j'étais mini-journal, mini-salaire. C'est là où je me suis fait un petit peu... Mais c'est pas grave. Sur le plan amoureux, ça vous a apporté de nombreuses conquêtes? Non, mais j'ai toujours pensé que c'était pas ça. C'est pas parce que tu es connu que tu fais plus de conquêtes qu'un autre. Mais ça a été quand même, hein, oui. J'ai assuré le minimum syndical. Oui. C'était quoi le meilleur moment de cette époque? C'était des petits moments comme ça où je recevais James Brown sur mon plateau et puis il venait s'asseoir à ma place, mini-journal, enfin, des trucs comme ça. C'était fascinant pour moi, fascinant. Et le pire moment? Le pire moment où tu vas pleurer dans les toilettes, c'est quand tu apprends qu'on t'a supprimé l'émission parce que tu as un bétonneur qui arrive et qui ne sait pas trop ce que c'est que la télévision. Et voilà, je me suis un tout petit peu vengé au moment du 7 d'or. J'ai fait balancer une dernière Alors vanne, justement, quoi. En octobre 1987, vous recevez un 7 d'or pour le mini-journal et le mini-mag. Et le problème, c'est qu'en fait, vous venez de démissionner un mois plus tôt, quoi. Ouais, et je balance. Je tiens à remercier le président de TF1. Alors tout le monde, ouh. Là, je dis l'ancien, hein, parce que le nouveau, c'est lui qui m'a remercié, là. C'est bon. Mais pourquoi ils ont viré cette émission? Mais parce qu'ils ont mis un feuilleton américain à la place qui coûtait 10 fois moins cher. Ça coûte cher un journal télévisé. Parce que c'était un vrai journal télévisé hein, pour les jeunes. Là, vous partez de TF1, donc vous allez sur la 3. Vous faites Génie en herbe, ensuite sur la 2. Et en 1996, on vous confie la météo. Ce qui me plaisait, c'est qu'on ne m'attendait pas là. Non. Ah, vous dites que c'est plus difficile de faire la météo en direct que d'interviewer David Bowie à Broadway. Je dis même plus que ça. Je dis que c'est plus difficile que de présenter le journal de 20 heures. Quand vous êtes en direct avec William Lémergie à Télématin, que vous avez prévu 3 minutes de bulletin qui vous dit « Ah, Coco, on est en retard, il te reste 20 secondes. » Mais il te le dit 10 secondes avant que commence le bulletin. En plus, tu as la gestuelle, parce que derrière, tu n'as pas la carte. Oui, il n'y a rien, en fait, il y a un fond vert. Il y a un fond vert ou un fond bleu, et puis tu as le retour. Mais dans le retour, tu es à l'envers. Donc ça part dans tous les sens. Et il ne faut pas trop se mettre devant la température de la Corse. Pour pas te faire engueuler. Puis t'as les Bretons aussi qui dépassent un peu là. Vous avez fait ça combien de temps la météo? 11 ans. Et ensuite vous êtes parti? Je suis parti en 2008. Ça faisait 11 ans que je faisais la météo. J'avais jamais fait aussi longtemps quelque chose en télé. Alors le maire de Pézenas me dit « Patrice, tu veux pas venir sur ma liste ?» Et comme j'avais organisé un festival de films sur les métiers à Pézenas qui marchait très bien, j'avais été un petit peu adopté par... voilà, je suis parti là-bas. Je suis parti et je me suis arrêté à France 2 fin janvier, début février. Je partais en campagne électorale pour la mairie de Pézenas et on a gagné. Et aux dernières élections, vous avez fait 4,44. Ça, c'était au régional, évidemment. Évidemment. Si j'ai fait le Paris-Dakar en 4x4, bah oui, obligatoirement. C'est 4 toujours. Et ici, avec des 4. Mais c'était en 81. En plus, ici... Vous avez vu ici, avec des 4. Hein. Mais je descends dans un parking, il reste une place, c'est la 40 et quelque chose. On ne peut pas savoir. C'est drôle. Est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque du mini-journal? Non, je ne suis pas nostalgique. Non? Je m'interdis d'être nostalgique. J'aime bien jouer les anciens combattants quand je revois les copains et tout. On se raconte les conneries qu'on a pu faire, hein, bien évidemment. Je ne suis pas nostalgique. Si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Patrice? Alors, je ne sécherai pas les cours d'anglais.
Ah oui. Parce qu'interviewer David Bowie à Broadway, en ayant un anglais approximatif, je me débrouillais dans la ville, je me débrouille, mais après, quand ça rentre dans le technique, et heureusement, David Bowie avait à l'époque une costumière belge qui était donc trilingue, ou je sais pas, et qui a servi un petit peu sur des moments difficiles. Mais quand je lui dis ma dernière question, je dis à David Bowie, comme ça, « Are you the last rock star ?» Là, il me regarde avec un grand sourire. « Are you the last what ?» Ah oui, d'accord. Ouais, c'est horrible. Alors, le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Ah, suivez la flèche. Merci, Patrice. C'est très heureux de rallumer la lumière sur vous. J'accueille Catherine Trottmann. Retour sur le bateau France 2000 en compagnie de Catherine Trottmann qui est restée avec nous, merci. Tout à l'heure sur France 2, il y a le bal de Vienne qui est traditionnel. Alors nous, on va faire notre bal à nous. Vous voulez pas qu'on aille danser tous les deux? On peut essayer. È una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa. Prendimi l'altra metà. Tout le monde en a parlé à retrouver Catherine Trottmann, journée marathon dans l'Est de la France. Bienvenue à Strasbourg. Et pour commencer la journée, une étape nostalgie à la bibliothèque de l'université. Ici, nous arrivons dans la bibliothèque de théologie de l'université de Strasbourg. C'est un lieu pour moi qui a beaucoup marqué mes études, mon expérience de jeune chercheur. C'est pour ça que c'était un petit peu ma maison. J'arrive à retrouver les revues, les ouvrages qui ont marqué il y a presque 30 ans ma formation universitaire. Une seconde maison où elle aime revenir, feuilleter les revues, les ouvrages portant sur le protestantisme, la place des femmes dans la société et dans l'art. Et justement, avant d'aller travailler, Catherine s'offre un instant de culture. Elle passe visiter une expo sur l'art de la récupération. Le récupère, c'est ça. C'est le hasard d'objets qui trouvent tout à coup une forme et une façon de faire sourire, de revenir en quelque sorte dans l'environnement, dans la vie, de manière détournée. Batterie rechargée, elle peut commencer sa journée de femme politique. Maintenant, on va à ma permanence parlementaire. Vice-présidente de la communauté urbaine de Strasbourg, elle passe chaque semaine à sa permanence pour faire le point et donner des instructions à son équipe. Je suis avec mes collaboratrices dans ma permanence parlementaire. Le lundi matin, c'est le dépouillement du travail du week-end où on m'a demandé des arbitrages et nous nous retrouvons pour échanger. Débriefer. L'occasion aussi de revoir le planning de sa semaine, souvent extrêmement chargé. Mon agenda est certainement un art très compliqué. C'est un peu aussi la difficulté de travailler sur plusieurs lieux. Strasbourg, Bruxelles, Paris, que je travaille tous les jours, toute la journée, une grande partie des soirées, samedi, dimanche compris. C'est juste les jours qui sont vides avec les vacances, mais ça... Oui, mais sont-elles ? Voilà, oui, c'est clair. Merci Naïma. On s'appelle, absolument. Merci beaucoup. Catherine, vous allez où? Je pars à un séminaire confidentiel sur la situation économique et puis ensuite on se retrouvera au Parlement européen. C'est donc dans l'après-midi qu'on la retrouve, cette fois dans son rôle de députée européenne, présidente de la délégation socialiste française. Nous sommes ici au Parlement européen de Strasbourg et c'est l'endroit où une fois par mois le Parlement se réunit pour voter sur les textes législatifs qu'il examine. Une journée de mon agenda est toujours très diversifiée. C'est sportif, je peux dire que c'est même par moments athlétique, mais ça fait partie du jeu.
Voilà, maintenant je vais rejoindre ma réunion de délégation. Je continue mon programme. La journée est finie pour nous. Au revoir. Celle qui a occupé depuis 30 ans de nombreux postes de la politique française n'est pas prête de raccrocher les gants. Et maintenant, la lumière se rallume sur Catherine Trautmann. Catherine, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parlait. Merci. Alors, vous êtes née le 15 janvier 1951 à Strasbourg sous le nom de Catherine Argence. Grand-père pasteur, grand-mère fille de pasteur, Oui. père colonel d'artillerie. Votre mère se destinait à une carrière de chanteuse lyrique qu'elle n'a pas exercée. Et votre père, lui, militaire, avait été envoyé en Allemagne dans l'armée d'occupation après la Deuxième Guerre mondiale. Et il vous fait comprendre très jeune l'importance de la réconciliation, soit par la persuasion, c'est-à-dire qu'il vous a emmené à 9 ans au camp de concentration de Struthof, soit par la raclée, c'est-à-dire que quand vous appelez les Allemands les Boches ou les Schleux, c'est la raclée. Donc vous avez été formé dans ce milieu à la fois très rigoriste, évidemment, pasteur, fils de pasteur, etc., et à la fois par l'Europe, votre père qui ne voulait plus entendre parler de la guerre. Ce que mon père m'a appris, c'est que la guerre n'est pas une fatalité et qu'en temps de paix, on fait tout pour empêcher le conflit. Ouais. Et ce qui m'a intéressé dans la politique, c'est peut-être l'art de dénouer préalablement l'émergence d'un conflit. Voilà. Alors votre père reçoit l'ordre de partir en Algérie. Vous l'avez mal vécu, cette convocation à faire la guerre de votre père? J'ai eu très peur, mais comme un enfant a peur de voir son père risquer de mourir. Ouais. Donc quand mon père partait après une permission et retournait en Algérie, pour moi, je savais que peut-être je ne le reverrais pas. Donc j'ai été très tôt confronté au risque et confronté au risque de mort. Ouais. Alors, votre scolarité s'effectue au lycée d'État de jeunes filles de Strasbourg. Vous êtes passionné de philosophie. Vous tournez même vers la théologie. Et en 1968, un an avant le bac, vous dites « La société est contestée de toutes parts, mais personne ne se pose la question du fondement de la société, c'est-à-dire notre héritage judéo-chrétien. » L'éducation que j'ai reçue est une éducation à la responsabilité personnelle. Ouais. La responsabilité personnelle étant portée comme l'exercice de sa propre liberté. Donc, je choisis pour moi-même, pour ma réflexion, parce que je suis né dans un contexte où la religion avait une place particulière, je choisis de faire des études de théologie. Mais c'était aussi la période de la théologie de la mort de Dieu, c'est la période où de grands théologiens parlent justement de l'abandon de toute valeur religieuse en cas de conflit. Au fond, je me demande comme femme aussi, si la religion n'a pas, au fond, créé et justifié les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est là qu'on retrouve le féminisme. Alors ensuite, vous vous orientez vers l'histoire des religions. Comment les autres religions répondent à la question de Dieu? Oui, dans toute civilisation, et là je ne parle pas de la guerre des civilisations, il y a un besoin, au fond, humain, de traiter la question du dépassement, la question de la transcendance. Et ce rapport à l'absence, ce rapport à la mort, ce rapport à l'au-delà ou à l'inexplicable, à l'innommable, c'est au fond une question qui peut être traitée par l'animisme ou par d'autres traditions. Et j'ai donc, c'est l'époque, on est tous des lecteurs de Lévi-Strauss, on a des débats absolument énormes sur la psychanalyse. Je lis Freud, évidemment, pour comprendre au fond l'inconscient et en quoi cet inconscient est lié au phénomène religieux. Et donc, au fond, pour moi, c'est d'abord tout simplement pour mon propre plaisir et le défi intellectuel que je m'étais donné. Je voulais être prof de russe, en fait. Oui. Alors, à l'époque, Strasbourg était un lieu d'ébullition intellectuelle. Vous lisez Césaire, vous lisez Fanon, vous vous intéressez à la psychanalyse, au situationnisme, au structuralisme et à la théologie de la libération, développée en Amérique du Sud. Oui, c'est en fait ce que j'ai découvert dans mes études à l'école, enfin au lycée, parce que j'avais des professeurs de français qui nous ouvraient notre intelligence, notre raisonnement sur la réalité du monde. C'est en préparant un exposé sur Aimé Césaire que j'ai découvert cet auteur. Et j'ai découvert le mouvement de la négritude. Et bien sûr, j'ai lu Fanon parce que Fanon, c'est au fond celui qui a théorisé le colonialisme et cette situation. Et pour moi, c'était la suite de cette question
de l'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie, c'était au fond comment est-ce qu'on peut trouver une issue responsable au colonialisme et aux inégalités du monde, en fait. À 19 ans, en 1970, vous épousez Jacques Trottmann, petit-fils de Pasteur. On reste quand même dans... Et en ce début des années 70, vous avez le look babacool. Hein. Vous habillez chez des soldeurs, vous fabriquez des bijoux que vous vendez aux festivaliers d'Avignon, sur la place de l'Horloge. Je fais des châles au crochet. Ouais, c'est ça. Vous étiez baba. Oui, j'étais baba, j'ai appris à filer la laine, j'ai appris à la teindre, oui, bien sûr, c'était un mode d'être, c'était une façon à la fois, avec peu de moyens, de se débrouiller, c'était une façon de choisir un mode de vie qui était très ouvert aux copains, c'était un style de vie, mais je précise, sans produits associés. Ah bon. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens pensaient que c'était une vraie solution, quoi. Ça apparaissait comme quelque chose, comme un futur possible. Ben, j'ai un cousin qui a carrément créé une communauté, qui a été un écologiste radical avant l'heure. J'ai des amis qui ont rejoint des communautés. Bon, moi, j'ai eu cette phase babacool, mais j'en suis sorti aussi, parce qu'il y a un moment où ça ne permet pas complètement d'avancer, et où il faut peut-être passer à des choses plus militantes et plus engagées. Alors, sur le plan politique, après avoir côtoyé d'assez loin les mouvements contestataires de l'époque, vous détournez rapidement du marxisme au profit du pragmatisme rocardien. Vous voulez vous colter à la réalité, en fait. Oui. En fait, ce qui m'intéresse, et ça m'intéresse toujours, c'est comment transformer de manière, disons, à distance, à moyen terme, la situation sociale dans laquelle nous sommes et qui pose problème, mais comment aussi la transformer immédiatement, pouvoir jouer des moyens qu'on peut avoir. Donc le pouvoir est un moyen d'action, et c'est la raison pour laquelle, que ce soit par rapport à la cause des femmes, que ce soit par rapport au changement dans ma vie locale, j'ai estimé que je devais devenir une militante politique. Voilà. Alors, avec une poignée de putschistes rocardiens, vous plongez sans état d'âme dans le marigot et vous allez faire votre chemin. Vous voilà devenue femme politique. Voilà. Oui, en fait, c'est une succession de hasards et de chances ou d'opportunités. C'est-à-dire que je choisis au congrès d'Ide-Metz le courant de Michel Rocard. Et donc, comme je suis récente, que j'arrive dans une section où il y a des conflits, on prend la dernière arrivée, on se dit, celle-ci va pas nous gêner, on va la prendre et on va la rendre responsable de notre section. C'est comme ça que j'ai commencé. Parce que je me trouvais là, qu'il y avait un conflit et qu'on a dit, ben voilà, prenons la femme qui vient d'arriver. En 1983, vous êtes élu conseillère municipale de Strasbourg. En 1986, députée du Bas-Rhin. En 1989, maire de Strasbourg. Je crois que vous êtes la première femme à être élue maire d'une ville de plus de 100 000 habitants. Oui, hein. Oui, c'est d'ailleurs une expérience solide de ma vie politique. D'abord, j'ai connu la période qu'on peut appeler des quotas. À ce moment-là, certains ont parfaitement accepté que je sois parmi les élus, d'autres dévalorisaient le fait que les femmes soient, entre guillemets, protégées et qu'elles soient l'objet d'une discrimination positive. En 1986, j'ai été candidate sur une liste, en deuxième position, parce qu'aucun homme ne voulait cette place, puisqu'elle était réputée perdue. J'ai donc fait double campagne. J'ai fait la campagne de la liste et j'ai fait une campagne de femmes. Et j'avais comme slogan une femme députée E, avec un E petit E, pour l'Alsace. Et c'était une vraie double campagne. Et j'ai passé. Et après, j'ai entendu ceux qui ne voulaient pas de cette place se dire j'aurais été encore mieux élu qu'elle si j'avais accepté. Voilà. Donc 89 maire de Strasbourg, 95, vous allez vous faire connaître sur la scène nationale en organisant la fameuse manifestation dite du sursaut républicain. Donc c'est 80 000 personnes contre un rassemblement du Front National. C'est une de mes expériences les plus difficiles, parce qu'à tout moment, cette manifestation pouvait déraper. Et c'est en même temps un souvenir très important. Vous devenez nationalement célèbre. Le Pen vous appelle Catherine la Rouge. Et ensuite, il se balade sur les scènes de ses meetings avec une effigie de vous en carton qu'il fait huer par ses militants. C'est ma tête qui a été offerte à une forme de délire violent que j'ai d'ailleurs contesté devant le tribunal. Et il existe aujourd'hui un jugement qui stipule que la violence, même sous forme symbolique, est condamnable.
En 1997, Jospin vous nomme porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture et de la Communication. Là, vous devenez vraiment une politique médiatique. Quelles ont été les réactions de votre entourage, de votre mari, par exemple, quand il vous a vu devenir ministre? Et je pense que pour ma famille, tout a changé quand je suis devenue maire. Ouais. Parce qu'en même temps, François Mitterrand avait décidé que je devais être au Parlement européen, notamment pour défendre le siège de Strasbourg. Et donc, les présences-absences, la complexité d'une organisation de l'éducation de nos deux filles, avec mon mari qui était un peu père-mère, il faut le dire, et une très forte mobilisation de ma part. Je dirais que le rythme n'a pas changé. La ville principale était Paris, mais je continuais quand même de travailler aussi pour Strasbourg. Donc c'est autre chose, par contre, d'être dans le milieu parisien. Et d'être à la fois, comme ministre de la Culture, normalement libre de parole et même provocante, même par moments, disons, détonnante dans le concert gouvernemental. Et là, j'étais porte-parole. Donc, il y avait quand même, en période de cohabitation, une certaine contradiction. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas, à terme, garder cette double responsabilité et je devais retrouver ma liberté. Alors, avec les médias, ça s'est plutôt bien passé, non? J'ai vécu à la fois l'attention, la couverture médiatique et ce qu'on appelle aujourd'hui le bashing. Au moment où j'ai des difficultés sur la réforme de l'audiovisuel, public, privé, et où je travaille sur une loi qui est très combattue par la droite et qui est très politisée dans le débat, j'ai cette difficulté de conduire ce projet, notamment de réduction de la publicité, entre autres. Et à ce moment-là, je vis ce que vit chaque politique lorsqu'il commence à vaciller un peu. Je regrette de ne pas avoir eu la chance d'aller jusqu'au bout. J'aurais pu montrer que malgré cela, on pouvait finir et l'emporter. Quel meilleur souvenir de cette époque? C'est incontestablement la possibilité de travailler avec des personnalités très différentes. J'ai circulé partout, dans les petits théâtres de province, j'étais à la Comédie Française, je pouvais voir au fond cette floraison de création française. C'est ça qui pour moi a été un enrichissement extraordinaire et un plaisir absolu. Et le pire souvenir? C'est certainement d'avoir été confronté à une incompréhension, notamment des milieux du théâtre, lorsque j'ai voulu promouvoir la charte de service public, qui est aujourd'hui la référence, et donc depuis cette époque, qui est revendiquée comme devant rester en quelque sorte inamovible, et qui à l'époque a été combattue, ce qui m'a politiquement fragilisé. Alors, quand vous avez été nommé ministre, vous avez renoncé à votre mandat de maire. Une fois que vous n'êtes plus ministre, vous retournez évidemment à Strasbourg. Mais là, une liste indépendante menée par Jean-Claude Petit-Demange divise par deux les voix de la gauche, ce qui fait que l'UMP, UDF l'emporte. Donc c'était votre second. C'était... Alors, il vous remplace au poste de numéro 1, et quand vous revenez, il dit « je reste ». Et comme vous dites « je me présente aussi », vous faites deux listes. Il y a une liste dissidente. Roland Ries, qui est maire aujourd'hui, a rejoint la liste. Mais je pense qu'en politique, et c'est normal, la division est sanctionnée. Alors là, vous découvrez la trahison. Vous relisez Shakespeare, Racine, et vous dites tout ça est vieux comme le monde. Oui, ça fait partie de la politique. Le pouvoir attire. Pour ma part, je n'y étais pas préparée parce que pour moi, le pouvoir est transitoire. Il vous est confié, vous n'en êtes jamais propriétaire et vous devez le rendre. Et donc, c'est le pouvoir d'agir, ce n'est pas le pouvoir de représentation. Je n'ai jamais vécu le pouvoir de cette façon. Et donc, c'est à la fois contrariant par rapport à ma conception du pouvoir, et c'est en même temps aussi nul, puisque finalement, organiser la perte d'une élection, c'est particulièrement bête et méchant. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque où vous étiez ministre? Non, je n'ai aucune nostalgie pour aucune époque. Si c'était à refaire, Catherine, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je pense que je prendrais plus de temps pour voyager, pour pouvoir aussi me ressourcer et peut-être expliquer ce que je n'ai pas fait à un moment donné et qui aurait été nécessaire pour que les gens comprennent où j'en étais. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Soyez passant. C'est bon. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Catherine. Merci beaucoup. Yes.
J'accueille Groucho et Chico. Il a un gros nez, des moustaches et des lunettes. Il est tout à fait magnifique. C'est un des 2 plus grands animateurs du monde. Il s'appelle Chico Dagno. Il a aussi un gros nez, des moustaches, des lunettes. J'ai nommé l'autre animateur magnifique, Groucho Business. Et nous sommes là tous les samedis soirs sur Antenne 2 pour vous présenter la plus grande émission du monde, Rock'n'Roll Graffiti. Tout le monde en a parlé à retrouver Alexandre Marcelin, alias Groucho, chez lui dans le 16e arrondissement de Paris. Toujours très actif, il prépare la programmation musicale d'émissions de télé, mais n'en oublie pas moins sa chienne, fidèle comme une ombre. C'est du bon jambon allégé. Et alors après ça, on va aller travailler un petit peu. Mes chiens, beaucoup plus important quand même que le travail. C'est beaucoup plus urgent. Ma chienne est formidable parce qu'elle est un peu sourde, mais elle adore la musique, elle sent les vibrations. Et elle adore le cinéma également. Et étonnamment, je l'ai emmenée voir Autant n'emporte le vent, il n'y a pas très très longtemps. Et elle n'a pas du tout aimé le film. Et j'ai été très surpris parce qu'elle avait adoré le livre. Donc voilà. Groucho n'a décidément pas perdu son humour légendaire. La preuve dans l'émission où il tient une chronique matinale. Le chien de mon père pue énormément du derrière quand il lui arrive de péter. Et oui, et Dieu sait que c'est souvent. Et non mais fallait pas finalement. La vie est dure, hein. Voilà. Tout le monde en a parlé a aussi retrouvé son complice, Sam Choueka, alias Chico, lors de sa tournée matinale des commerçants du 7e arrondissement de Paris. Pour aller chercher son pain, il bénéficie d'un accès privé à la boulangerie. Hello, c'est Sam. Salut. Bonjour Jean-Luc, ça va bien? Bien. Un beau petit campagne? Yaku, tu l'aimes bien cul, toi? Ouais, comme t'aimes. Voilà, là c'est parfait. Bah, je connaissais sa voix, je connaissais un petit peu sa gueule, et maintenant je connais son caractère, quoi. Bon, je me brûle pas. Je te remercie. T'en prie. À très bientôt. Salut. Allez, je vous emmène. Ces journées, Chico les consacre à sa fille et à ses proches. Mais lui qui est resté un grand enfant ne manque jamais une occasion de jouer au pilote. Voilà, je tiens juste à dire que c'est Marc qui a fait ça de ses petites mains. Tout, le décor, tout ça, et je trouve ça assez extraordinaire. Alors voilà, quand on appuie... C'est assez difficile. Ouais. Elles arrivent à monter à peu près à 60 km/h en ligne droite, ce qui fait au niveau de l'échelle à peu près 320 km/h de moyenne. Régulièrement, il me bat, voilà. Mais c'est le plaisir, c'est vraiment du plaisir, vraiment un jeu d'enfant réalisé par une grande personne. Voilà, c'est ça. Mais ça reste un jeu d'enfant. Groucho aussi aime passer du temps avec ses amis. Son hobby, c'est la pétanque. Oh, Simon! C'est l'heure. Ok, j'arrive. Tu es là, ça va, poulet? Café? Est-ce que tu as les boules? Bah, évidemment. Et une fois par semaine, en bas de la maison, on joue. Alors, normalement, on est plus nombreux. Aujourd'hui, on est 2. Donc, c'est quand même des moments très, très importants, si tu veux venir avec moi. Parce qu'il est gentil, mais il triche. Non, bah, écoute, il triche. Non, c'est trop court, là. Ah, non, c'est trop court. Attends, essaye de t'entraîner, tu vois. Essaye de te libérer ton bras. Ah, voilà, là, c'est bien, là. Faut jouer à gauche. De toute façon, t'es obligé de jouer à gauche maintenant. Voilà, regarde. Regarde. Et là, il n'y a rien à faire, là. Pendant ce temps-là, Chico se rend chez le coiffeur, le même depuis 20 ans et la même coupe très originale. 27 ans que j'ai cette coupe. J'ai essayé pourtant de les laisser pousser pour les avoir comme toi. Eh ouais. Mais bon, c'est pas évident, tu vois. Et tu t'en lasses pas? Bah non. Tu sais pourquoi, en fait? J'ai compris pourquoi. Ouais. Parce qu'elle change avec la couleur de mes cheveux qui blanchissent. Au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, l'effet est différent. C'est super. Ah ouais, c'est vachement bien. Et puis dès que je remets les lunettes, c'est... En fin de journée, le duo se reforme pour quelques heures. Enfin, si Chico veut bien arriver. Bon, bah, j'attends le gros, comme d'hab. Ça fait 20 ans que j'attends. Toujours à la bourre. Des années et des années, je l'ai toujours attendu. À la radio, à la télé, à la bourre. Ah, te voilà. Non mais, hé, tu as vu l'heure, Moïse? Tu as vu l'heure, Moïse? Comment tu vas?
Ça va, Paul? Ça va, Paul, et toi? Allez, en forme? on va boire un coup? Allez, on va se boire un coup. Toujours complices, les duettistes aiment se retrouver autour d'un verre. Tu vas retrouver l'imperméable de l'inspecteur Gadget. Oui, on est d'une sobriété absolue. Oui, mais c'est l'heure qui fait ça. Non, puis avec l'âge, on renverse. À l'époque, il y a 40 ans, on renversait moins. Avec l'âge, aujourd'hui, on renverse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et s'il y a bien une chose dont ils ne se lassent pas, c'est de se remémorer les moments forts de leur carrière. C'est qu'on est quand même, je crois, les deux seuls mecs au monde à être partis à la frontière irakienne et Arabie Saoudite pour remonter le moral des troupes quelques semaines avant la guerre du Golfe. Avant que chacun ne retourne à sa vie d'aujourd'hui. Et maintenant, la lumière se rallume sur Groucho et Chico. Groucho et Chico, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Salut. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Chico Dagno. Oui. Vous êtes né sous le nom de Sam Choueka, oui, le 24 septembre 1947 au Caire. C'est exact. Père grossiste en matériel de petite papeterie, les crayons, les gommes. Les mines. Et mère femme au foyer. Absolument. Alors, très jeune, vous découvrez la musique en écoutant la radio. Et en 1955, quand vous entendez les premiers rock, vous voulez immédiatement une guitare, évidemment. Que j'ai eu. Alors, dans la famille, on parle français. Vous fréquentez le lycée français du Caire. Exact. Mais on parle également arabe, anglais et ladino. Oui. Alors, le ladino, c'est une langue judéo-espagnole, oui, utilisée notamment en Turquie. Exactement. Vous savez encore parler le ladino? Si, lo puedo. Sin problema. Ah oui, c'est un peu comme l'espagnol quand même. C'est de l'espagnol. C'est de l'espagnol. C'est du yiddish espagnol. Si, voilà, c'est un peu ça. Yiddish espagnol. Alors, votre connaissance des langues vous sera utile à tous quand, après l'arrivée au pouvoir de Nasser, vous déciderez de quitter l'Égypte. Et en 1957, vous avez 10 ans, vos parents renoncent à la nationalité égyptienne pour pouvoir partir en France. Et là, vous arrivez, vous êtes apatride, quoi. Vous avez apatride, oui. Petite carte de séjour sur laquelle je découvre que je n'ai pas de nationalité. Il y a marqué nationalité sans. Ouais. Alors votre père réussit à trouver une place de grossiste en matériel de bureau. Oui. Il finira par racheter la boîte quand même. Exactement, oui, absolument. C'était son métier déjà en Égypte, donc le refaire ici, pour lui, je pense que ça a été plus facile. Alors à l'époque, évidemment, vos parents n'ont pas d'argent au départ, ils sont obligés de vivre à l'hôtel. Et votre frère et vous êtes inscrits dans une pension juive et c'est un déchirement parce qu'évidemment, vous êtes séparés. Jamais quitté les parents de notre vie, d'un seul coup, du jour au lendemain. On ne les voit plus que 2 fois par mois. Alors ensuite, la famille s'installe à Boulogne-Billancourt où vous passez votre enfance. Alors là, évidemment, on est loin des bords du Nil, quoi. Ah non, il y a les bords de Seine. C'est pas la même chanson, quand même. Alors heureusement, chaque été, la famille part en vacances à Nice. Oui. Et c'est là qu'avec votre argent de poche, vous achetez chez Ben, qui est devenu un artiste mondialement connu, évidemment, vous achetez vos premiers disques. Exactement. Rue Tonduty de l'Escarène, exactement. Ah ouais. Alors, à la même époque, à l'Olympia, vous voyez les Shadows. Oui. Avec leur fameuse chanson Apache. Absolument. Voilà, vous faites un groupe, vous jouez dans les rallyes, dans les surbooms l'après-midi. Après le bac, vous faites l'ESCA, qui est une école de commerce jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, bon, vous en avez un peu marre du côté straight de la vie. Quoi. Les études, c'était... ça va 5 minutes. Quoi. Puis, moi, j'avais la musique en tête, mon père avait le commerce en tête. Et moi, ça ne collait pas vraiment. C'est difficile avec lui, oui. Alors, c'est Arlette Tabar, fameuse Babar, l'assistante de Lucien Maurice, directeur artistique d'Europe numéro 1, qui vous remarque un jour où vous accompagnez un copain pour une audition au disque AZ. Exactement. Et vous aussi, vous passez une audition par la même occasion? C'est-à-dire, j'étais sur place, je me suis dit, dans le fond, je trouve que c'était bizarre, ces auditions. Il y avait des jeunes qui ressemblaient à Claude François, qui venaient chanter du Claude François, des jeunes qui ressemblaient à Mireille Mathieu, qui chantaient du Mireille Mathieu. Le copain que j'accompagnais, lui, bon, il avait ses propres chansons. Puis moi, je déconnais, j'adorais chanter en anglais, etc. J'ai dit, tiens, dans le fond, puisque je suis là, est-ce que je peux passer l'audition? Voilà. Et voilà. Alors un jour, elle vous rappelle et elle vous demande de présenter le Musicorama spécial Jimi Hendrix en direct à l'Olympia. Oui, en octobre 67. Impressionné quand même, Arlette Tabar. Ah oui, c'est d'abord, c'est une femme qui est très impressionnante et elle m'avait dit, toi, tu as un potentiel, tu aimes le rock, tu vas présenter Hendrix à l'Olympia. Je me suis retrouvé en octobre 67 à le faire. Alors dans la salle, il y avait votre père, votre mère, votre grand-mère, tout le monde. Ça, c'est un souvenir. Tout le monde était là. Je peux me vanter de dire que je suis le seul
au monde à avoir vu son père né en Égypte, ma mère née en Égypte, ma grand-mère née en Turquie, à Istanbul, qui venait voir, non pas Hendrix, mais me voir moi. Parce que Jimi Hendrix, ça devait les affoler quand même. Ah bah moi je comprenais pas, parce que dans la salle c'était Velvet and Satin et Passe-moi le chilom, et moi je voyais mon père, si je peux me permettre, après le spectacle, mon père est venu me voir et il m'a vraiment posé la question, il me dit « Je voudrais te demander quelque chose. Toi tu as été formidable, mais ce garçon, il gagne vraiment de l'argent en jouant de la guitare comme avec son zob ?» Oui c'est vrai, il jouait, oui. Ça, voilà, c'était une impression. Alors voilà, le problème c'est que vous ne rappelez pas Babar, Arlette Tabar, et là votre père vous pousse à entrer chez Olivetti. Oui. Alors là c'est un peu plus dur, vous vous retrouvez à vendre des machines à écrire, des machines à calculer. Eh oui. Pour la plus grande satisfaction de mon père, le plus beau métier du monde, représentant. Bien sûr. Ah oui. Et là, vous en échapperez pour travailler dans l'industrie phonographique. Alors là, vous faites plein de trucs, en fait. Vous faites auteur-compositeur, attaché de presse, directeur de maison de disques, chanteur. Vous avez fait un disque qui s'appelle Alors ça va. Exact. Par Sam, chez AZ, évidemment. Oui. Directeur artistique, enfin voilà. Et vous décidez de quitter le showbiz après tout ça. Je décide d'arrêter parce que ça fait très longtemps, beaucoup d'années. C'est un métier qui est très difficile, très stressant, contrairement à ce que les gens veulent bien croire. Les paillettes, ça s'entretient. Et j'en ai marre. Donc je décide d'arrêter. Et là, vous faites de la pub, vous faites des voix dans la pub, alors tout va bien. Et c'est là que vous retombez sur Alexandre, que vous aviez connu 10 ans auparavant, non? Ah oui, tout à fait. Je sors d'un studio pub, comme on disait à l'époque, à Europe 1, et qui je rencontre, cet énergumène, qui lui-même était à Europe 1. Groucho Business. Voilà. Alias Alexandre Marcelin. Donc vous êtes né le 12 novembre 1951 à Paris 9e. Vos parents travaillent dans l'immobilier. Oui. Petit commerçant d'abord. Oui. Et une fois que le schmatt, ça marche plus, il passe à l'immobilier. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de stock. Et oui. Alors, vous passez votre enfance entre Paris et Deauville. Oui, parce que ma grand-mère a une boutique à Deauville. Et voilà. Donc je vais voir la mémé à Deauville tous les week-ends et les grandes vacances. Alors, votre souvenir d'enfance le plus marquant, c'est le premier TEPAZ à l'âge de 7 ans, quoi. Ouais. Voilà, pas par hasard, parce que j'avais été malade, j'avais été un an couché, rhumatisme particulière, et j'ai découvert à cette époque-là la radio. Et on m'a offert mon premier TEPAZ. Et j'ai commencé à acheter des disques et je suis tombé red dingue de ça, complètement. Le rock'n'roll. Rock'n'roll, et le twist et la variété, et Sheila et Claude François et tout ce qui va avec. Alors à partir de là, pendant vos études au lycée Condorcet, vous êtes passionné de musique, de radio, enfin vous êtes vraiment... En fait, globalement, je pense qu'à ça, Globalement, je pense qu'à ça. Je suis un élève excessivement moyen, et avec les potes, on n'a qu'une idée en tête, c'est aller à la gare Saint-Lazare, au magasin Le Disco Ball, pour écouter, ou sur les Champs-Élysées, chez Symphonia, évidemment. Bien sûr. Pour aller véritablement écouter les nouveautés, parce qu'elles passaient par la radio, aller acheter les imports, tout l'argent de poche passe là-dedans, passion absolue, et partage avec les potes, tiens, tu connais ça, on échange ça, on écoute ça, passion complète. Et alors, les études passent très très loin derrière, c'est sûr. Alors à l'époque, vous ne voulez pas devenir animateur, en fait, vous voulez être programmateur et réalisateur. Hein. Ah non, animateur, jamais, c'est arrivé tard par accident. Moi, mon truc, c'est de rentrer dans une radio, Europe 1, clairement, et pour faire quoi, je sais pas, je me dis pour choisir les disques. Ça, c'était mon truc. Je savais pas que ça s'appelait programmateur. Encore. Et c'est en 1971 que Pierre Delanoë, qui est alors le patron de Europe 1, vous découvre. Alors que vous faites le DJ chez Régine à Deauville. Et oui, parce que quand j'avais 18 ans, j'arrivais avec tous les potes et on allait en boîte. Et on trouvait le disquaire absolument à chier de l'époque chez Régine. On a été voir, je sais plus qui, le directeur du casino à l'époque, en lui disant, votre disquaire, il est vraiment à chier. Et le mec lui dit, vous pourriez faire mieux. Et il dit, bien sûr, je pourrais faire mieux. Très prétentieux. Et je suis arrivé le week-end suivant avec mes valoches de disques. Et pendant, je crois, une saison d'hiver et d'été, au Brumel et ensuite dans une autre boîte au Galapagos, j'ai fait ce qu'on appelait disquaire. Et ce qui était formidable, parce que d'abord, on passait la musique qu'on voulait. Pour faire tomber les gonzesses, c'était quand même un très, très grand bonheur. Et on était les rois du monde. Puis un soir, il y a un mec qui vient me voir. Je faisais des études à l'époque dentaires, ce qui m'intéressait pas un quart de seconde. Et ce type me dit, c'est vachement bien ce que vous passez. Et il me dit, c'est étonnant, vous voulez faire quoi dans la vie? Vous faites quoi? Je lui dis, en rigolant, je lui dis, moi, je rêve de faire de la radio. Je rêve de rentrer à Europe 1. Je ne savais pas qui c'était.
Et le mec me dit, bah, écoutez, je vous laisse ma carte, laissez-moi votre téléphone. Voilà, je m'appelle Pierre Delanoë, je suis directeur des programmes d'Europe 1. 8 jours après, il a téléphoné chez moi à mes parents et je suis rentré à Europe 1 en 71, j'avais 19 ans, conte de fées total. Alors après un stage de programmation avec Babar, pareil, et un stage de réalisation sur Campus, l'émission de Michel Lancelot. Je me suis mis à travailler avec les gens qui étaient complètement mes idoles, quoi. Avec Lancelot. Avec... Bah, il y en a eu un paquet, parce que pendant 10 ans, vous allez réaliser des émissions chez Europe 1. Il y a eu Jean-Loup Lafont, il y a eu Pierre on a monté Mosique avec Jean-Loup. Voilà, Mosique, il y a eu Christian Morin, Gildas, Jouffa. Pierre Péchin. Voilà, Coluche. Ouais, du monde. Alors ensuite, vous fondez Radio Bleu. Ça, c'est la première radio, c'est en 80, à la demande de Jacqueline Baudrier. Voilà. Ça a été la première radio senior. Ensuite, Radio Capitale, la radio de Père Driel, le propriétaire du Nouvel Observateur. 81, une date importante, puisqu'il y a le monopole de la radio qui tombe. Et là, avec Paoli, on monte notre première radio FM. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous retombez sur Sam. Voilà. On arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, je sors du studio pub. On y arrive. Et voilà. Et alors, je monte cette radio et je suis un mec sérieux. Je suis un mec patron de radio avec la cravate et tout le truc. Et je cherche des animateurs. Et je me souviens d'une espèce de Dario Moreno que j'avais connu dans les années 70, qui arrivait de chez Barclay avec des disques sous les bras. On était devenus très très potes tous les deux. On allait bouffer dans les restaurants cachers, yiddish tous les deux, à se raconter des bêtises et à se partager la même musique. On est des malades mentaux de musique. Et je me dis, ce mec-là, il est drôle. C'est mon copain, il connaît la musique, ça va faire un formidable animateur de radio. Je l'appelle, je lui fais passer un casting. Un à toi et un Laurent Boyer. Catastrophe les deux. Le truc, c'est que moi, habitué à travailler avec les États-Unis, ayant fait beaucoup de voyages aux États-Unis à l'époque, pour moi, la FM, ça représentait le bonjour, avec une grosse voix, on est sur l'autoroute, etc. Et lui, il me dit, mais t'es à chier. Je lui dis, mais tu parles pas drôle. Comme ça dans la vie. T'es pas comme ça. Et je les engage pas, ni l'un, ni l'autre. La différence, c'est que tous les deux, vous continuez à vous voir quand même, bien sûr. En dehors du boulot, disons, et quand vous quittez Capital pour créer 95.2 avec Robert Namias, là, vous faites une émission tous les deux, en fait, il n'y a pas de pognon, le dimanche soir, vous ne savez pas quoi faire. Accident de parcours. Voilà. Une animatrice qui prend des vacances, personne à remplacer, Namias me dit, tu te démerdes, on n'a plus de budget. J'appelle Sam et je lui dis, écoute, j'ai jamais parlé moi dans un micro de ma vie, c'est pas mon truc, toi non plus, mais on va faire comme à la maison. C'est-à-dire, tu vas venir avec tes disques, je vais prendre les miens, et puis on va se dire, tiens, tu te souviens de ça, écoute ça, écoute ça. Et je lui ai dit, il y a juste un truc, on risque d'être tellement mauvais, moi je suis un mec un peu connu maintenant dans ce métier, un peu sérieux et tout, je peux pas faire ça sous mon nom, on va prendre des surnoms. Et voilà. Comme il ressemble à Groucho. Oui. Groucho Business. Voilà. Moi, vu mon physique, j'ai dit Chico. Le contraire, et Dagno. Dagno, voilà. Et là, vous faites le légendaire Montparnasse Graffiti, quoi, qui était, moi je me souviens à l'époque, une émission absolument culte. La gloire, ça sera la télé avec le top 50 et Rock'n'Roll Graffiti en ouverture des enfants du rock. Oui, absolument. Et ça a été pour nous quelque chose de totalement inattendu. C'est-à-dire que on tourne les émissions des Rock'n'Roll Graffiti. On les tourne au mois de juin. Moi, je pars en vacances. Je vais en Grèce. 15 juillet, je suis sur le port, je prends mon petit café, ma chemise hawaïenne, je suis tranquille, etc. Et je vois les touristes qui arrivent et qui n'arrêtent pas de me regarder. Et moi, je ne comprenais juste pas ce qui se passait. C'est comme ça que j'ai compris que l'émission avait cartonné, en fait. Et c'est vraiment en voyant les gens. C'est un truc, quand ça vous arrive, c'est... Alors, quelle a été la réaction de votre entourage? Votre père, par exemple, à ce moment-là? Ah, mais mon père, pour lui, ça a été... Enfin, d'un seul coup, il avait oublié son commerce. Il avait oublié qu'il fallait que je rentre dans son commerce, etc. Mais tu es formidable, vraiment. Je t'adore. Quand je te vois à la télé, c'est extraordinaire. Et la télé a ceci de particulier. C'est vrai qu'il parlait comme ça. L'accent égyptien. Quand on lui disait qu'il avait l'accent de Dalida, il trouvait qu'il n'avait pas d'accent. Mais c'est Dalida qui en avait un. Et en fait, la télévision, je tiens aujourd'hui à lui rendre vraiment grâce, parce que c'est vrai que on oublie tout simplement que nos parents nous regardent. Et donc, on est avec eux. Finalement, je lui tenais compagnie. Et voilà, je ne saurais jamais trop remercier, donc, parce qu'il était ravi. Et vous, vos parents? Moi, pareil. Alors, nous, on a le même parcours. Moi, je suis
petit-fils d'Ashkénaz arrivé de l'immigration Pologne début du siècle. Quand un jour ils m'ont vu à la télévision faire le clown, parce qu'on faisait vraiment le clown, ils auraient pu trouver ça ridicule, mais ils adoraient ça. Ils étaient d'une fierté absolue. Dites-moi, à l'époque, vous avez gagné de l'argent avec tout ça? Non. Non, c'était pas... On a gagné notre vie. On va dire ça comme ça. On a gagné notre vie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les producteurs indépendants. On était... Vous étiez salarié de la chaîne? On était vachement bien payés parce qu'on faisait de la radio, plus de la télé, plus un peu de pub, plus des... On gagnait très bien notre vie. De l'argent, non. Non. Et les gonzesses? On était vachement sérieux. Oui, moi j'ai épousé mon animatrice à l'époque, que j'ai engagée Cri-Cri à 95.2. Je l'ai épousée, donc moi je bouge pas une oreille. Lui, je sais pas. Non, mais tu bouges une oreille, tu bougeais une oreille, toi? Ah non, je pouvais pas bouger d'oreille. J'ai toujours dit une chose, c'est que je suis un homme fidèle. On balance là. D'abord, avant tout, fidèle à moi. Non, c'est vrai, je l'ai jamais vu bouger une oreille. Non, tu m'as jamais vu bouger une oreille. Donc. Non, mais toi, j'ai connu beaucoup de choses. Mais c'est avant. Tu as connu tous mes mariages, toi. Oui. Ben oui, mais la première, erreur de jeunesse, la deuxième, erreur tout court, et la troisième, la bonne. C'est la bonne. Voilà. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque? Le moment le plus magique, quoi. Alors moi, très honnêtement, c'est la naissance de 95.2, puisqu'on a eu avec Namias la chance d'avoir, à partir de 82, les moyens de nos ambitions, à savoir, il fallait pas le dire à l'époque, mais c'était Europe 1 qui nous finançait en sous-marin. On avait des studios somptueux et on avait surtout la possibilité de payer nos animateurs. Donc on a réuni autour de nous une dream team incroyable de gens qui aujourd'hui existent dans cette profession, qui sont Laurent Boyer, qui était Nagui, Thierry Beccaro. Et là, de retrouver mon pote pour ces émissions qu'on faisait, qui étaient Rock'n'Roll Graffiti, moi c'était ma récré, parce que j'étais en fait patron de la radio, et tout d'un coup je mettais ma casquette Gugus, et j'allais faire le con avec lui à l'antenne. Et vous, Sam, c'était quoi le moment le plus magique de l'époque? Je crois que c'est vraiment le premier soir, quand on allait au resto et qu'on entendait des gens dire « t'as écouté les deux cons et là, moi, ça m'éclatait de rire. Incroyablement. Le pire moment de cette époque, Alexandre? La mort de Michel Lancelot. Puisque quand on a monté 95.2 avec Namias, on a réengagé Michel Lancelot, qui était plus du tout dans l'actualité. Et c'est quelqu'un qui, pour nous, avait vachement compté. On était persuadés qu'il avait encore des trucs à dire. Puis un an après, un soir, on m'a passé un petit coup de téléphone. On m'a dit, voilà, Michel vient de mourir. Il était au Parc des Princes. Il a engueulé l'arbitre sur un match de foot. Et il a eu une crise cardiaque. Ça a été un truc très dur. Et le lendemain matin, c'était un samedi, le lendemain, on a fait notre émission en direct, qui a été une émission en hommage à Michel, et ça a été un beau moment, mais un moment, voilà, le plus dur, un beau pire moment, ça a été celui-là. Oui, pareil. Alors, en 1991, Alexandre, vous décidez d'aller vivre à Serre Chevalier, et c'est la fin du duo. Qu'est-ce qui vous a pris? J'en ai marre. J'en avais marre. Et je n'avais pas envie, à cette époque-là, de devenir un animateur de télévision un peu ringard qui cherche du travail. Nous, Marie-France Brière nous avait viré de la télé un an avant. On l'avait quand même mal pris. Et je me suis dit, j'ai plus envie de tout ça, j'ai plus envie, et j'ai envie de vivre autre chose autrement ailleurs. Et avec ma petite femme, on est parti effectivement, on s'est pris une année sabbatique qui a duré 10 ans à Serre Chevalier. Il voulait partir, et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Mais moi, je me suis retrouvé à la fois divorcé et orphelin, quelque part. Voilà, c'est un peu le problème. Vous êtes nostalgique aujourd'hui de l'époque de Rock'n'Roll Graffiti? Aucune nostalgie. Des souvenirs formidables, zéro nostalgie. Ah non, que des très bons souvenirs. Nostalgie, moi, je sais pas ce que c'est. Alors, Sam, si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Bon, je vais le dire, ce ne serait pas vraiment une erreur. Je ne dirais pas à mes parents que je présente Jimi Hendrix à l'Olympia pour ne pas les voir arriver, parce que ça m'a foutu le trac de ma vie et une honte totale. La honte. Et vous? L'erreur, la vraie, il y en a une qui est très grave. Je peux l'avouer maintenant. Hein. Quand on voit les photos, on se rend compte, c'est la barbe. Entre 18 et 24 ans, j'ai une barbe Maxime Le Forestier, avec les cheveux de John Lennon et les petites lunettes. Alors, j'ai rasé ma barbe quand John Lennon a rasé la sienne, évidemment, et j'ai gardé la moustache. Mais clairement, s'il y avait un truc à refaire, ou à ne pas faire surtout, c'est la barbe. Si on voit les photos, c'est terrible. Alors, quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Tant va la crue Chalot qui est à l'appareil.
Alors moi, j'aurais pas de tombe. Moi, j'aurais pas de tombe. Il faudra disperser mes cendres à Deauville, là où je vais à la pêche, c'est-à-dire tout au bout de l'Acheté. Voilà, il faudra disperser mes cendres là, il n'y aura rien de marqué. Et si quelqu'un veut me faire une petite visite, ça sera là-bas. Oui. Merci. Voilà. J'étais très heureux de rallumer la lumière. Nous aussi. Merci. Merci infiniment. Merci Thierry. Merci. C'était Tout le monde en a parlé. Amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.